Tiers livre, Écran de nuit, c'est le 38. Une série cette semaine où il s'agit d'écrivains parlant d'autres écrivains, mais non pas sous la forme d'essais, il en pullule, on en a plein nos murs, mais ces livres beaucoup plus rares qui sont qu'on ne parle pas directement de celui qui nous intéresse pour cette énigme dans son écriture ou dans lui-même, mais on parle au travers de lui de ce qui a été important pour lui. Un simple lieu, quelquefois, suffit. Et alors, ce travail de soi-même par rapport à ce lieu fait que cette diffraction va appeler l'écrivain cible, et puis un miracle va se passer. C'est le thème cette semaine. Le livre que j'ai sorti aujourd'hui, Laure Murat, La maison du docteur Blanche. C'est une version de poche, mais il se trouve que quand Laure Murat est passée de la première édition à l'édition de poche, elle a beaucoup augmenté, beaucoup révisé. Donc c'est vraiment, pour une fois, cette édition-là qui fait référence. De quoi il s'agit ? La maison du docteur Blanche, il n'en reste rien du tout. Je ne sais pas si vous connaissez ce coin vers le métro Passy, quand on va à pied de métro Passy jusqu'à la maison de la radio. Un peu en dessous, la maison de Balzac, plus haut, rue Renoir. Maintenant, je crois que c'est l'ambassade de Turquie, ou toute une espèce de fouillis d'immeubles neufs et bien bourges. Aucun intérêt. Par contre, ce type qui avait installé à l'époque sa clinique à l'écart de Paris, dans un lieu comme ça, près de la Seine, porté évidemment de transports divers, mais dans un endroit encore campagnard, où est mort Baudelaire, d'ailleurs pas très loin, là aussi un petit peu un écart de la ville, puisque même l'Arc de Triomphe étoile, on était une limite. Et la différence entre la maison du docteur Blanche et là où est mort Baudelaire, c'est quoi? C'est que Baudelaire, quand il est mort, il lui restait encore la moitié de son capital chez le notaire, mais sa mère n'avait pas voulu lui offrir les soins du docteur Blanche, qui coûtaient trop cher. Pauvre Baudelaire, il est mort dans la misère. Par contre, chez le docteur Blanche, il y a eu 2 patients qui aujourd'hui sont des gens qui comptent pour nous. C'est pas qu'ils soient célèbres ou quelque chose, c'est que leur écriture est ce qui nous mène ou nous aspire ou nous fait tomber dans l'écriture. Il y en a un qui est mort chez le docteur Blanche, c'est Maupassant, et il y en a un qui s'en est sauvé pour aller mourir un petit peu plus loin, c'est Gérard de Nerval. Ce type, vous savez, on le retrouve aussi, il y a son fils qui a fait le portrait de Marcel Proust. C'est un tout petit monde, un tout petit milieu, mais en même temps, on a la chance qu'à cause de ça, il y ait de lourdes archives. Encore fallait-il que quelqu'un se préoccupe d'aller y voir dans les archives. Alors il y a des choses qui pour moi tiennent un petit peu, non pas marrantes, mais parce qu'elles sont douloureuses en même temps. C'est le chemin si long qu'il faudra à la psychiatrie pour s'inventer. Et encore, on est 50 ans avant ce que Artaud ou Camille Claudel en découvriront. Par exemple, ce docteur Blanche a trouvé que l'hydrothérapie, c'était quelque chose de favorable. Et puis ça tombe bien, à l'endroit où il installe cette maison, il y a des eaux, je ne sais pas si elles sont thermales, en tout cas il y a des sources et il en a à volonté. Alors il y a des espèces de baignoires comme ça, avec une ouverture pour la tête, une ouverture pour chaque main. De temps en temps, on nourrit un peu le patient à la petite cuillère, mais vous savez, ces gens-là, ils mangent pas beaucoup. Il y a autre chose qui les dévore. Et puis on met de l'eau tiède, et puis on renouvelle l'eau tiède de temps en temps, et puis si on laisse bien le patient mariner 48 ou 72 heures dans sa baignoire d'eau tiède, il est beaucoup plus calme. Mais il n'y a rien là que de l'anecdote, c'est beaucoup plus intéressant ce qui se passe. Je pense que ce livre m'a laissé une empreinte vraiment forte par le travail que Laure Murat est la première à faire sur l'enfermement de Nerval. C'est-à-dire de Nerval, on garde l'idée du dernier, c'est-à-dire celui qui va se pendre rue de la Lanterne. On garde les scènes de folie, se mettre nu dans la rue et puis partir en courant et en chantant. On garde évidemment que ce soit dans Aurélia, cette obsession du rêve, dans Les Nuits d'Octobre, par exemple, cette déambulation de nuit dans Paris où on sent bien partout l'angoisse. Et s'il n'y avait pas l'angoisse, Nerval ne nous intéresserait pas. Et cette angoisse, quand elle chante « Le prince d'Aquitaine à la tour abolie »,
nous laisse comme ça des merveilles opaques qui font que quoi que ce soit qu'on ait comme obstacle, comme difficulté, comme joie dans l'écriture, il y aura toujours des choses qui nous échappent. Et si cette chose nous échappe, on peut y revenir, la prendre dans les bras, la tenir. Le prince d'Aquitaine à la tour abolie. Et ce sera toujours aussi énigmatique, et on entre. Le travail qu'a fait Laure Murat dans ce bouquin, c'est de reprendre par exemple les lettres entre le docteur Blanche et Nerval. Une chose très énigmatique, par exemple, quand Nerval sent approcher ces crises, une des choses c'est de partir en voyage. Et s'il passe en Allemagne comme ça, d'une ville à une autre, bon, quelquefois il y aura des petits accidents, je dis pas, mais en même temps, dans cette espèce d'astreinte au déplacement, aux choses concrètes, se nourrir, se déplacer, la langue, les rencontres, les crises vont être tenues à distance. Et là, la correspondance entre les deux hommes peut être merveilleuse, mais c'est comme s'il fallait toujours devenir cet errant au monde, en terre étrangère, bien sûr avec les traductions, les articles qu'il envoie, c'est aussi un gagne-pain, mais à ce moment-là, la folie est tenue en échec. Et puis il y a bien un moment où ça revient, ça craque, il faut revenir le plus vite possible, et on reprend l'enfermement dans la clinique du docteur Blanche. Il y a des moments de révolte aussi, c'est-à-dire que Nerval ne s'en sort pas, il est bien conscient que ça continue, que ça s'aggrave. Alors à un moment donné, on se retourne contre le docteur, en plus un docteur qui prend cher, Nerval a des dettes, et c'est dans une de ces périodes comme ça où Nerval ne croit plus à la possibilité de soins et en jette la responsabilité sur le psychiatre qui n'en peut mais, qu'il ira se suicider. Le mal est plus grand que vous ne pensez, cependant je n'ai rien fait qu'on puisse me reprocher, je n'ai fait de tort qu'à moi-même. Je ne puis vous dire combien votre lettre adressée ici m'a fait tour à tour de bien et de mal, selon que j'en interprète les termes. Ce que j'y vois surtout, c'est votre extrême bonté, votre sympathie pour un pauvre malade qui a tout fait pour échapper à vos conseils. Mon principal tourment dans tous mes instants de solitude a toujours été la pensée de mon père. Ne croyez pas, je vous le répète, pour vous attendrir en ma faveur, mais les maux que je lui ai fait souffrir me retombent continuellement sur le cœur. Si j'étais destiné à donner l'exemple de la plus douloureuse expiation qu'on pût imaginer, je m'y soumettrai volontiers à cette seule pensée. Je tâcherai d'être apacible pour le vin, mais je vous en prie, ne comptez pas sur moi pour une réunion de fête. Je souffre trop, moralement, je veux dire. Avec quelquefois des interférences entre écriture et publication. Je n'ai pas besoin de vous dire ici que je vois sainement les choses, là c'est Nerval qui écrit, que la réflexion et la santé m'ont fait comprendre mieux qu'avant ce que je dois à vos soins et à votre parfaite rectitude d'esprit. Vous avez surtout été le médecin moral, et c'est ce qu'il fallait. Après l'avoir laissé écrire, Émile Blanche lui aurait-il vraiment conseillé de rien publier? Ou les manuscrits en cours n'étaient-ils pas plutôt inachevés? Ces questions restent ouvertes. La parfaite rectitude d'esprit du médecin laisse deviner, néanmoins, l'autorité dont Blanche devait faire preuve à l'occasion. Nerval, on le sent, craint parfois le jugement de son médecin moral, à qui il évite de raconter certaines de ses extravagances. Il préfère les confier à l'éditeur Ferdinand Sartorius, à qui il explique le 30 juin comment, au début de son voyage à Strasbourg, ivre, après avoir bu trop de bière et voulu faire le crâne, il a réveillé plusieurs personnes à l'aube dans son hôtel en chantant à tue-tête. Gérard livre même le dialogue échangé au matin avec un employé. J'ai dit « Mais je n'ai pas de montre, le jour paraît de bonne heure. Est-ce que j'ai dérangé quelqu'un? Il fallait me le dire. » Le garçon m'a dit « Monsieur sait bien ce qu'il fait. » J'ai répondu « Pas toujours. » Le versant plus noir de ce livre, c'est ce qu'il y a de sinistre dans la mort du pauvre Maupassant. Guy de Maupassant entrait dans la dernière phase d'un long processus dont l'origine remontait aux années 1870. Depuis cette époque, l'écrivain souffrait de divers maux qui devaient aller s'accentuant. Dès 1876, des douleurs cardiaques, puis se plaint d'une série d'herpès. Une immense fatigue l'envahit qu'on attribue au surmenage. Flaubert, son guide, confident, l'exhorte au calme et au travail en lui, délivrant quelques secrets d'hygiène. Trop de putain, trop de canotage, trop d'exercice. Oui, monsieur. Le civilisé n'a pas tant besoin de locomotion que prétendent messieurs les médecins. Vous êtes nés pour faire des vers, faites-en, tout le reste est vain, à commencer par vos plaisirs et votre santé. Foutez-vous ça dans la boule. Mais les raisonnables conseils du maître de Croisset ne suffisent pas. L'année suivante, Maupassant perd tous les poils de son corps.
Il craint un rhumatisme constitutionnel qui attaquerait l'estomac, le cœur puis la peau. Il essaye les cures hydrothérapiques, les bains de vapeur, l'iodure de potassium, consulte médecin sur médecin, sans succès. Des migraines atroces le torturent, liées à des troubles oculaires de l'accommodation. À partir de 1881, seul l'éther, très en vogue, parvient à soulager provisoirement ses névralgies. Bientôt, il redoute la dégradation de son système nerveux. L'angoisse de la démence, de la congestion au cerveau commence à le miner. Une surexcitation maladive caractérise son comportement. Il s'emporte, invective les directeurs de journaux, veut se lancer à tout propos dans des procès impossibles. En 1890, une série de cures dans les Vosges et en Savoie ne parviennent pas à améliorer son état. Il ne peut plus écrire, abandonne l'Angélus, il se sent perdu, il sait sa fin proche. À partir de l'automne 1891, il avertit ses amis qu'il entre en agonie. Pour le docteur Barenberg, qui a signé le certificat d'internement et a posé sa signature sur le registre de la Maison Blanche, Maupassant est atteint de folie délirante. Après sa tentative de suicide, le patient a à plusieurs reprises menacé de mort les personnes qui l'entourent et le soignent, puis est entré dans un état furieux, qui, loin de s'amender, présente depuis quelques jours des exacerbations fréquentes. Le docteur Muriot assure de son côté que l'écrivain souffre de mélancolie hypocondriaque et de symptômes de paralysie générale. Il note ainsi qu'il porte du côté gauche du cou une plaie peu profonde, souvenir de sa tentative de suicide. Blanche est le dernier à noter ses observations dans le registre. Elles tiennent en quelques lignes: lipémanie, hallucinations multiples, inégalité et immobilité pupillaire, tremblement de la langue, par moments difficulté de la parole, abolition complète de réflexes tendineux, préoccupation hypocondriaque accentuée, actuellement dans un état de dépression, refus d'alimentation qu'il faudra probablement soigner. Laure Murat, la maison du docteur Blanche. Parler du lieu, parler du médecin, et puis cette relation de l'écriture aux limites de soi-même, pour deux cordes vibrantes, aussi belles que la corde Nerval et la corde Maupassant. Eh bien, elle nous en fait cadeau. À demain.